Bon, je m'appelle Alexandre Salvador, je suis médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne où je travaille dans le service du professeur Krebs, chef de pôle c'est le professeur Gaillard. Je m'occupe d'une unité d'hospitalisation de 20 lits où on reçoit des patients qui ont des pathologies psychiatriques et un grand nombre d'entre eux ont une pathologie de type schizophrénique. Alors, est-ce qu'il y a besoin de présenter la schizophrénie? On en a tous entendu parler. C'est assez médiatisé comme maladie, malheureusement, souvent plutôt par les faits divers, au point qu'on a l'impression qu'un patient schizophrène, c'est un patient qui est à la recherche d'un objet tranchant pour vous courir après et vous couper la tête. C'est à peu près la représentation qu'on a, malheureusement. Ou alors que c'est Hannibal Lecter qui a une double personnalité et qui, dans ses moments les plus productifs, cherche les moyens les plus tordus pour vous faire du mal. Alors la réalité est bien moins terrible que ça, mais en même temps bien plus terrible que ça aussi. Pourquoi moins terrible? Parce que finalement, la violence et la schizophrénie ne sont pas tellement associées. Finalement, si on contrôle pour la consommation de toxiques, on s'aperçoit que la schizophrénie est peu associée à des comportements violents, que la plupart des patients schizophrènes n'ont jamais d'actes violents, ni ne commettent jamais de crimes, que la plupart des crimes sont commis par des gens qui n'ont pas de pathologie psychiatrique. Donc on peut être rassuré en tant qu'individu sur la dangerosité. Bien plus terrible par contre, parce que c'est une pathologie vraiment sévère, vraiment grave. Bon, je pense que vous connaissez à peu près les symptômes cardinaux, ils sont très connus, c'est le délire et les hallucinations. Mais il y a aussi d'autres symptômes, les symptômes négatifs, les symptômes cognitifs, qui sont eux aussi très handicapants. Les symptômes cognitifs et négatifs, c'est par exemple le retrait social, la difficulté à socialiser, la difficulté à initier des actions, à faire des choses. Les patients peuvent rester prostrés chez eux, ont des troubles de concentration, de planification et d'organisation, peuvent avoir un discours désorganisé. Donc tout ça, ça fait que c'est une pathologie vraiment sévère et handicapante. On m'a demandé de parler d'un cas clinique, alors je vous dis par exemple un jeune homme de 35 ans à peu près, Mathieu, qui est arrivé chez nous. C'est un jeune homme qui était brillant, qui est brillant. Il a fait des études scientifiques, il s'est intéressé aux maths, il a fait un master, puis un doctorat, il a passé sa thèse. Un postdoc, il a bossé dans les grandes entreprises françaises, fait la modélisation de structures physiques, donc vraiment des postes sérieux et importants. Et puis pendant son travail, il y a des choses qui se sont passées. Sur son clavier, il a vu que finalement les lettres commençaient à avoir des aspects un peu différents les unes des autres, jusqu'à ce qu'il y ait des messages qui commençaient à apparaître sur son clavier. À son grand étonnement, initialement, il ne savait pas trop quoi penser, et puis finalement les messages sont devenus de plus en plus clairs. Des messages qui s'adressaient à lui, puis des commentaires de ses actions. Des commentaires parfois un peu anodins, tiens, il est en train de discuter avec son voisin. Des commentaires parfois positifs qui le flattaient, des fois des commentaires terribles qui le mettaient plus bas que terre, qui l'insultaient et le critiquaient. Donc c'est des symptômes importants qui sont allés croissants, qui ont fait qu'il a dû quitter son travail et qui s'est retrouvé à certains moments chez lui, tout seul au proie avec ses hallucinations et ses commentaires de la pensée qui le terrifiaient et qui faisaient qu'il était prostré chez lui, sans aucun contact avec l'extérieur, incapable de s'insérer dans la société. Mathieu n'est malheureusement pas un cas à part, puisque finalement c'est le lot commun de tous les patients qui ont une pathologie de type schizophrénique, qui est loin d'être rare. On a dit, en simplifiant, que c'était 1% de la population. C'est un chiffre simple. Dans la réalité, c'est plutôt proche de 0,3-0,7%. Mais c'est quand même un nombre de patients en France qui est vraiment majeur, 200 à 500 000 personnes en France. C'est une charge majeure pour notre société, parce que les gens qui sont atteints, souvent, ont du mal à se réintégrer dans la vie active. Donc en termes de handicap, de qualité de vie, de coût pour la société, c'est une pathologie extrêmement lourde. Et en termes individuels, en termes de souffrance individuelle, c'est aussi majeur, non seulement pour la personne qui est atteinte, mais aussi pour toute sa famille. Alors pour autant, devant cette pathologie grave et sévère, est-ce qu'on peut avoir une vision positive? Petite image de ce que ça peut être, ce que ressentent les personnes qui ont une pathologie schizophrénique. Est-ce qu'on peut avoir comme une vision positive de cette pathologie et de sa prise en charge? Oui, si on prend un peu une vision historique, si on compare ce qu'on est capable de faire aujourd'hui par rapport à ce qu'on faisait il y a quelques siècles. Finalement, on se dit que c'est pas mal d'habiter en notre temps au XXIe siècle. Pourquoi? Parce que finalement, à l'âge classique, comme on dit il y a quelques siècles, on ne parlait pas de schizophrénie, on disait simplement que les gens étaient fous, qu'ils avaient perdu la raison, et qu'est-ce qu'on faisait? On les enfermait avec les vagabonds, les criminels, il n'y avait pas de distinction. Les gens qui n'avaient pas de raison étaient incarcérés, on peut le dire. Plus tard, la vision a évolué, on s'est dit que c'était une maladie, donc on a créé des asiles
Les asiles, c'était pour les protéger. Pour autant, leur sort était peu différent de ça. Pas de thérapeutique du tout. Une maladie qui suit son cours évolutif naturel, aucun moyen de l'infléchir. Les psychiatres étaient réduits à observer et décrire, contraindre pour éviter des débordements trop importants. Alors, il y a plusieurs théories qui ont émergé vers le 19e siècle, le début du 20e siècle, sur les causes de cette maladie, mais jusqu'à assez récemment, il n'y avait pas de thérapeutique. Parce que finalement, les premiers médicaments qui sont apparus, c'est 1952. 1952, c'est quand même juste hier. C'est vraiment rien à l'échelle de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de cette maladie qui existe depuis des centaines d'années. Donc finalement, on a quand même de la chance, c'est que depuis quelques dizaines d'années seulement, on dispose de moyens thérapeutiques. C'est la première vraie révolution. Parce qu'on est passé d'un système où les patients porteurs de cette maladie étaient enfermés sans espoir de sortie de l'asile, quasiment, à un moment où, grâce à une thérapeutique biologique, eh bien, les gens ont pu ressortir de l'asile, qui d'ailleurs est devenu non pas un asile, mais un hôpital. On est vraiment entré dans le cadre d'une maladie qu'on peut traiter par la thérapeutique biologique, et les gens peuvent ressortir. Alors les premières thérapeutiques, ça a été la chlorpromazine. C'était une découverte fortuite, parce qu'initialement, c'était un médicament qui était un produit anesthésiant, qui était un stabilisateur neurovégétatif de la classe des antihistaminiques, initialement. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des propriétés, qui sont un peu fortuites, hein, des propriétés de désintéressement des idées délirantes, des propriétés de sédation et de baisse de l'agitation qui ont été remarquées par les psychiatres, et ça a été utilisé chez les patients porteurs de pathologies psychotiques, dont schizophréniques. Et donc ça a permis quand même la normalisation de la vie d'un certain nombre de personnes. Les gens rentraient à l'hôpital psychiatrique, recevaient un traitement, et pouvaient ressortir dans la cité, se réintégrer dans la vie commune. Ce n'est pas qu'un discours théorique, hein. Il y a quand même, encore une fois, 0,3-0,7% des gens qui sont atteints en France. Il n'y a certainement pas de la place pour autant de personnes dans les hôpitaux psychiatriques en France. Donc, les gens, la plupart, sont dans la cité, traités, intégrés avec plus ou moins de succès. Pour ma part, j'ai un ami qui est atteint de cette maladie. Il a un traitement qui lui convient bien. Bah, il a des amis, il a un boulot, il fait de la montagne, il a monté sa boîte, il gagne plus d'argent que moi. Donc, vraiment, pour un grand nombre de personnes, ça se passe bien grâce au traitement. Ça, c'est une vraie révolution par rapport à ce qu'on a connu dans les siècles précédents. Avec cette révolution des thérapeutiques, on a commencé à avancer aussi dans la compréhension de la maladie. On sait maintenant que c'est une vraie maladie, on sait qu'il y a une composante génétique, donc ce n'est pas juste une prévalence de 0,3 à 7%, on sait qu'il y a une participation génétique. Si on a un parent au deuxième degré d'atteint, la probabilité qu'on ait une schizophrénie est de 9%. Ça augmente jusqu'à 27% si les deux parents sont atteints de la pathologie. Donc c'est quand même une composante génétique claire et démontrée par des études très sérieuses de jumeaux homozygotes avec séparation de naissance élevée par deux parents par adoption. Donc c'est vraiment très très confirmé. On sait aussi, on a commencé à progresser aussi sur la physiopathologie de la maladie, puisqu'on sait que ce n'est pas une maladie de l'esprit, effectivement, comme le disait Marie Sarrazin, c'est une maladie du cerveau. Et une maladie du cerveau avec un substrat neurobiologique. Donc, grâce aussi au mode d'action des médicaments qui a été découvert au fur et à mesure, mais après leur découverte, eh bien, les hypothèses les plus couramment répandues actuellement sont celles d'une dysrégulation de la transmission dopaminergique. On aurait ainsi une hyperdopaminergie au niveau du striatum, au niveau des noyaux gris centraux, qui serait responsable des symptômes positifs, délire, hallucination, et on aurait une diminution de la transmission dopaminergique au niveau préfrontal, ce qui sous-tendrait les symptômes plutôt cognitifs et négatifs. Donc on peut dire quand même, pour avoir une vision positive, que les choses ont bien évolué par rapport à il y a quelques siècles, qu'on a des armes thérapeutiques et que pour certaines personnes au moins, la situation est beaucoup moins dramatique parce qu'on peut les traiter. Maintenant, est-ce que c'est une situation satisfaisante pour autant? Là, on ne peut pas aller aussi loin. Encore une fois, si on se place juste d'un point de vue historique et qu'on décale un tout petit peu la fenêtre, on se place dans le futur. Et si on se demande, est-ce que les gens dans 100 ans diront qu'on est un peu au top de notre connaissance? Est-ce qu'on fait ce qu'il y a de mieux pour les patients? Est-ce qu'on ne pourra plus progresser? Là, très probablement, la réponse est qu'on a de grands progrès à faire, de très grands progrès à faire. Et pour cette pathologie, ce qui est très important, c'est qu'on a beaucoup de chemin à faire pour améliorer la situation. Pourquoi? Il suffit de prendre l'exemple des médicaments. Je vous ai vanté les mérites des antipsychotiques qui ont été découverts en 1952.
Pour autant, même s'ils sont très efficaces et que pour certaines personnes ça normalise leurs symptômes et leur permet de reprendre une vie normale, pour autant, si on prend l'échelle d'un groupe, la situation n'est pas parfaite du tout. Les grandes études américaines, notamment l'étude CATI, a étudié le délai d'arrêt d'interruption du traitement spontané par les patients. C'est une étude très sérieuse avec un suivi très régulier, donc c'est très bien fait. Et ils se sont aperçus que la majorité des patients arrêtaient leur traitement spontanément en moins de 18 mois. On a des patients qui en ont besoin, qui ont une pathologie avérée, diagnostiquée. Et ces patients arrêtent le traitement, soit par défaut de traitement, soit par excès d'effets indésirables. C'est quand même très problématique. Si on dit que c'est des médicaments qui sauvent ces gens, qui contrôlent leurs symptômes, pourquoi les arrêtent-ils spontanément? C'est bien que le profil bénéfice-risque est ressenti comme étant défavorable par certains. Et de fait, on a des médicaments qui malheureusement ont de forts effets indésirables. Ceux qui sont très connus, c'est une certaine sédation, fatigue, prise de poids, mais il y a même un problème pharmacodynamique, c'est qu'on a vu que l'hypothèse principale, c'est l'hyperdopaminergie sous-corticale et l'hypodopaminergie frontale. Nos médicaments, pour contrer les symptômes positifs de délire d'hallucination, vont bloquer les récepteurs dopaminergiques D2. En ça, ils contrôlent les symptômes positifs. Ils diminuent le délire, voire les font disparaître, ils diminuent les hallucinations, voire les font disparaître. Mais en faisant ça, ils bloquent aussi la transmission dopaminergique préfrontale et donc peuvent aggraver les symptômes négatifs et cognitifs. Donc les patients se retrouvent avec des difficultés encore plus grandes de concentration, de planification, et donc des difficultés encore plus grandes à se réinsérer dans la vie courante, à retrouver un travail et à fonctionner de façon normale. Donc on a des limites quand même majeures à nos traitements actuels et à leur mode de fonctionnement. Un autre problème majeur avec nos traitements, c'est qu'on n'a pas de prédicteur de la réponse. On ne dispose pas d'un seul traitement antipsychotique, on en a plusieurs, voire plusieurs dizaines, on a quelques dizaines. Pour autant, quand quelqu'un arrive avec des symptômes de type schizophrénique, des symptômes psychotiques, on essaye un traitement, ça peut marcher du premier coup. Si ça ne marche pas, on va essayer un autre traitement. Si ça ne marche toujours pas, on essaye un troisième traitement. On peut essayer des associations. Et finalement, on n'a pas de moyen de savoir quel traitement marchera mieux pour quelle personne. Ça donne des cas un peu problématiques. Un autre patient, que j'appellerai David, qui a passé plus d'1 an dans notre service. 1 an, c'est long, dans un service d'hospitalisation. On a testé plusieurs lignes thérapeutiques, des associations, il y a eu des effets indésirables, il a fallu diminuer, réaugmenter, vérifier la tolérance, l'électroencéphalogramme, surveiller, changer. Ça a pris plus d'1 an. Et au bout d'1 an, on a trouvé un médicament qui finalement l'a bien stabilisé. Et à l'heure actuelle, il a un travail, il est vélo-taxi, donc il gagne sa vie, il fait du sport, il est en forme, il est bronzé, tout va bien. Alors que quand on l'a vu pendant 1 an dans notre service, délirant, donc si ça ne marchait pas, c'est que les symptômes persistaient, avec des éléments hallucinatoires, délirants, c'était difficile de se dire qu'il pourrait reprendre une place dans la société. Surtout que ça durait, c'était vraiment très résistant. Donc des médicaments qui sont imparfaits, des médicaments qu'on ne sait pas bien choisir en fonction des symptômes précis que présentent les patients. Donc ça, c'est 2 limites majeures. On est très loin de thérapies ciblées comme on peut avoir dans d'autres domaines de la médecine. Nous, on est très jaloux de pathologies comme la leucémie myéloïde chronique, où on connaît le substrat génétique, on sait que c'est une translocation du chromosome 22, on sait quelle protéine anormale est générée, et on a su créer une thérapie ciblée, l'imatinib, qui vient contrer cette protéine anormale. On a une chaîne physiopathologique complète, et on peut traiter cette maladie de façon ciblée. Nous, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? On a des hypothèses hyperdopaminergie sous-corticale, hypodopaminergie préfrontale. C'est un peu court. C'est un peu court pourquoi? Parce que le cerveau, c'est quand même un organe vachement complexe. C'est le moins qu'on puisse dire. Ma sœur travaille dans l'aéronautique, donc elle s'occupe de systèmes complexes aussi. Finalement, il y a un certain parallèle. Elle, son job, c'est de vérifier qu'une fusée, qui est un système très complexe, ça c'est un moteur de fusée, suit une trajectoire nominale pour aller délivrer le satellite au bon endroit en orbite. Et si la fusée dévie trop de sa trajectoire nominale, il faut trouver la cause et prendre des actions correctrices. C'est assez proche de ce qu'on fait nous, finalement. On a des humains avec un cerveau qui a un moteur un peu complexe, et on vérifie qu'ils ont une trajectoire à peu près nominale dans leur vie, ou du moins qu'ils ne s'éloignent pas trop de leur trajectoire, et s'ils ont des comportements trop anormaux, de type schizophrénique, on essaie de prendre des actions correctrices.
La différence, c'est quoi? C'est que elle, quand il y a une anomalie en vol, quand elle voit que la courbe, le paramètre de vol sont anormaux, eh ben, elle peut appeler l'ingénieur-chef, qui appelle ses ingénieurs sous-chefs, qui dispose d'une batterie de capteurs, de sondes, et qui peuvent dire à tout moment quel sous-système et quel sous-sous-système est éventuellement impliqué. Ils ont la température, la vitesse, le flux, la vitesse de vibration, la vitesse de rotation, la vitesse du vent. Ils ont des centaines de capteurs. Nous, qu'est-ce qui se passe? On a un patient qui a une trajectoire un peu anormale, qui semble un peu schizophrène. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle l'ingénieur en chef. Ah, déjà, il nous dit « j'ai pas les plans ». Ah oui. On a un organe beaucoup plus complexe qu'un moteur de fusée, le cerveau, et on n'a même pas les plans. Déjà, c'est mal barré. Après, on lui dit « bon, regarde quand même tes capteurs et tes sondes ». Et elle dit « on n'en a pas beaucoup, hein ». Globalement, si on prend l'ensemble des sondes dont on dispose, on les compte sur les deux doigts des deux mains quand même. On n'en a pas plus que 10. Et encore, c'est des sondes qui sont très très récentes. Jusqu'à très récemment, on ne savait pas identifier d'où venait la pathologie. On disait, bon, ok, il se comporte de façon schizophrénique, on va dire que c'est la dopamine et on va mettre des neuroleptiques. Maintenant, avec les progrès, on a quelques sondes. C'est-à-dire qu'on a identifié quelques dysfonctionnements qui peuvent s'exprimer de façon symptomatique comme une schizophrénie. C'est le cas par exemple d'une maladie auto-immune qui est l'encéphalite à anticorps anti-NMDA par exemple. Et dans ce cas-là, on sait qu'à la ponction lombaire, on peut retrouver des anticorps particuliers qui s'attaquent aux récepteurs NMDA et qui ont comme expression symptomatique des symptômes comme le délire et les hallucinations. On a aussi, par exemple, une maladie du métabolisme lipidique, comme la maladie de Niemann-Pick qu'on peut diagnostiquer sur une biopsie de peau, maintenant plus récemment sur le dosage du cholesténol. Donc on a identifié comme ça quelques dysfonctions dont on sait qu'elles peuvent s'exprimer sous la forme de symptômes schizophréniques. Mais on est quand même très loin d'avoir un ensemble exhaustif de capteurs qui nous permet de dire, quand on a des symptômes schizophréniques, d'où vient globalement le problème. Donc ça, c'est vachement insatisfaisant parce que quand on a un patient qui arrive chez nous, qui a des symptômes de type schizophrénique, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, bon, on ne cherche pas trop, on va dire que c'est la dopamine et on donne des antipsychotiques. Ou alors on va lancer les quelques sondes qu'on a, on fait une ponction lombaire, on fait une imagerie détaillée, on fait des dosages d'ammoniamie, de l'homocystéine, les quelques sondes dont on dispose, et dans 99,9% des cas, ça revient négatif, parce qu'on n'a que 10 sondes, alors qu'il en faudrait plusieurs milliers. Alors, il y a une complication supplémentaire, c'est que la schizophrénie est une pathologie neurodéveloppementale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le phénomène pathologique à l'œuvre dans la schizophrénie débute bien avant qu'un tableau psychiatrique manifeste apparaisse. Pourquoi? Parce que le cerveau est un organe en maturation et il peut y avoir un problème qui existe dans l'enfance. Le cerveau mature avec ce problème et finalement, après plusieurs années d'évolution, la manifestation clinique sera celle de symptômes psychotiques. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on observe comme dysfonction sur le cerveau adulte représente le phénomène pathologique initialement à l'œuvre. C'est une image, mais finalement on pourrait dire que pour arriver à l'état de schizophrénie, on peut venir de plein d'endroits différents, de plein de dysfonctionnements différents, et que finalement toutes ces voies arrivent au final, après plusieurs années d'évolution, vers une voie commune finale qui est peut-être la dysfonction dopaminergique. Mais finalement, le primum movens, l'anomalie initiale, elle peut être très variée. Ça veut dire aussi que deux personnes qui ont des dysfonctions à la phase d'état apparemment similaires peuvent avoir un processus pathologique initial totalement différent. C'est ce qui explique aussi que dans les études génétiques où on rassemble des patients qui ont des symptômes psychotiques communs, et quand on cherche les bases génétiques sous-tendant ces symptômes, on en trouve beaucoup. Dans les études récentes qui portent sur des cohortes qui ont dû être augmentées de plus en plus parce qu'on manquait de puissance, on trouve plus de 100 sites sur les chromosomes impliqués qui correspondent à plus de 300 protéines potentielles. On voit donc que les causes sont nombreuses et que chacune a un pouvoir explicatif faible. Donc probablement ce n'est pas une schizophrénie, mais que la schizophrénie est l'expression finale d'un ensemble très important de dysfonctions possibles. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'on a des défis majeurs pour les années à venir.
La schizophrénie est une pathologie mal connue, sa physiopathologie doit être mieux comprise, et ce, à beaucoup de niveaux, au niveau génétique, au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, au niveau des neurotransmetteurs, au niveau des aires cérébrales impliquées. Donc ça, c'est vraiment des connaissances dont on ne dispose pas suffisamment à l'heure actuelle. Ça implique aussi que ces connaissances puissent être traduites ensuite par des biomarqueurs, ce qu'on appelait des sondes ou des capteurs, c'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un arrive, il faut encore qu'on puisse identifier, pour cette personne particulière, quel est le dysfonctionnement à l'œuvre chez lui. C'est vraiment tout le sens de la médecine personnalisée qui, dans la schizophrénie, où le nombre de mécanismes dysfonctionnels initial peut être très différent, c'est vraiment hyper important. Et une autre chose, c'est que, vu que cette pathologie est neurodéveloppementale, il faut intervenir le plus tôt possible, avant que l'anomalie initiale ne se consolide dans un cerveau en croissance, qui, probablement une fois construit avec son anomalie intégrée, aura du mal à être guéri, et on devra se contenter de thérapeutiques palliatives. Voilà, c'est un formidable défi. Nous, on est en première ligne pour s'occuper des patients. On est les premiers à être conscients des limites des approches qu'on a et de nos thérapeutiques. Et on espère qu'en travaillant ensemble avec des scientifiques, on progressera. Il y a encore beaucoup de marge de manœuvre. Et donc, on espère qu'il y aura des partenariats et qu'on pourra avancer dans la compréhension de cette maladie pour mieux traiter nos patients. Voilà, je vous remercie beaucoup.